va essayer de passer cette heure d'information plus que de conférence de la meilleure manière qui soit, entre gens bien élevés, n'est-ce pas? Nous allons nous passer la parole les uns les autres. En tout cas, je vous remercie. Donc, je remercie mes collègues, Jacques Kuhnmunch, qui interviendra tout à l'heure au titre des comités internationaux. Je remercie Isabelle Renard de la Cité. C'est plus la Cité, c'est le Musée national de l'immigration. Bastien Boulard de d'Artagnan. On prononce le S ou pas? Non. Et Fabrice Dufaux de Rempart. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà, ça va aller mieux. Donc, je ne refais pas les présentations. Chacun, prenant la parole, déclinera un petit peu ses caractéristiques et durée. À 19h, on sera complètement au point. Donc voilà, simplement, si vous le permettez, quelques petits rappels. Il ne faut pas que j'oublie de me servir de la zapette. Donc voilà, l'idée de ce moment à passer avec vous, c'était de rappeler un certain nombre de choses et où se situe un peu ICOM France dans cette année européenne du patrimoine. Voilà. Donc voilà, nous sommes en tant que Louis-Jean Gachet, membre du bureau d'ICOM France. Nous nous sommes impliqués dans cette année européenne du patrimoine. Nous avons en particulier organisé une rencontre qui s'est tenue à Dijon où tous les collègues ici présents, à l'exception d'Isabelle Renard, ont participé. Donc il y a aussi un côté un petit peu de répercussion de ce qui s'est dit, à Dijon et pourquoi ces personnes sont sur ce plateau ce soir. Donc voilà, je crois qu'on voulait rappeler aussi, si vous le permettez, qu'est-ce que c'est que l'ICOM. L'ICOM, donc, pour ceux qui ne le savent pas, créé en 1946, qui est la Fédération internationale des professionnels de musées, et qui s'est donné comme mission générale de promouvoir et de protéger le patrimoine culturel et naturel présent et futur, tangible et intangible. Ce sont toujours ces formules un peu rabotées à l'échelle, je dirais, des discussions des conférences internationales. Je dirais un petit mot tout à l'heure de la définition du musée. Aujourd'hui, l'ICOM international, c'est un réseau de 40 000 membres, dont 38 000 individuels. Donc c'est aussi important à signaler. Ça signifie que le côté militant, je dirais, des membres de la composition de l'ICOM est extrêmement forte, bien qu'il y ait quand même évidemment de nombreuses institutions. Nous sommes dans une croissance de 10%, c'est-à-dire que c'est une association internationale qui se porte bien et qui se trouve représentée dans 138 pays et avec 120 comités nationaux. Et je dirai un petit mot tout à l'heure du comité national français qui vous réunit ce soir. ICOM International donc, appuie son action sur, je dirais, plusieurs composantes. On pourrait évidemment les décliner à l'infini, mais en tout cas, j'ai simplement rappelé ici que d'abord, l'ICOM s'est doté d'une définition du musée qui a mis pas mal d'années à être mise au point. Et là, je rappelle simplement la définition qui, je crois, remonte la dernière telle qu'elle a été adoptée en séance officielle en Assemblée générale à Vienne de 2007. Le musée est une institution permanente sans but lucratif au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation. Cette définition est une définition qui est universelle en quelque sorte et qui
a acquis, je dirais, une dimension normative extrêmement importante, puisque c'est celle qui est retenue par toutes les grandes organisations internationales. C'est vraiment un élément de référence. Donc c'est un élément qui est stabilisé, je dirais, depuis 2007. Néanmoins, l'ICOM international travaille à l'évolution de cette définition. Et alors, faudra-t-il la retoucher? Faudra-t-il changer un mot, une virgule? On ne sait pas encore. Enfin, en tout cas, on s'est donné comme objectif d'aboutir à une nouvelle position, peut-être une position de conservation de cette formule sans la changer, à Kyoto, lors de notre prochaine Assemblée générale qui se tiendra en septembre 2019. Voilà. Le deuxième élément qu'il faut mentionner, qui est extrêmement important et qui n'est pas toujours connu, pas trop des professionnels, mais enfin pas très connu en tout cas je dirais du monde périphérique, c'est le code de déontologie. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important qui a été donc adopté, je crois, en 86, sous sa forme, je dirais, initiale. Et c'est quelque chose, c'est un cahier de prescription, de recommandations et de prescriptions que l'on peut trouver d'ailleurs, je crois, sur le site d'ICOM France. Tu me le confirmes, Anne-Claude? Oui, c'est ça. Donc, tout un chacun peut y avoir accès, et c'est un élément très, très important auquel les adhérents à l'ICOM, que les adhérents à l'ICOM s'engagent à respecter. Je souligne le troisième élément. Bon, il y en aurait de nombreux, évidemment, à mentionner, mais enfin, je crois que le troisième élément, si on veut être vraiment très, très simple dans l'approche de l'ICOM, c'est les comités internationaux. Je crois qu'il faut souligner que les comités internationaux, c'est vraiment l'élément fondateur, en quelque sorte, de l'ICOM. Il a existé des comités internationaux avant même qu'il existe des comités nationaux. Je crois que celui du comité français n'existe que depuis, il me semble, depuis 71, il me semble, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez quand même que les comités nationaux n'ont pas été fondateurs, c'est véritablement l'ICOM international et ses composantes de comités internationaux, thématiques, transversaux, dont nous aurons tout à l'heure une explicitation à travers le comité ICFA que représente ici Jacques Kuhnmünch. Donc voilà, j'ai donné quelques exemples. Les ICOFOM, qui est le comité, il y en a 30, je crois, enfin une trentaine. ICOFOM, qui est le comité international pour la muséologie. Bon, bien entendu, c'est un petit peu la pierre angulaire de tout le dispositif de la pensée, de la réflexion de l'ICOM. ICOM-CC, comité international pour la conservation. ICAMT, le Comité international pour l'architecture et les techniques muséographiques, CECA, le Comité international pour l'éducation et l'action culturelle, etc., etc. ZUCA, l'ICFA, dont on parlera tout à l'heure. Donc je dirais qu'il y a deux grandes classes de ces comités internationaux, des comités à caractère thématique, si on se rapporte à la nature des collections, dont l'ethnographie, l'archéologie, l'histoire, les beaux-arts, etc., et puis des comités à pondération plus technique, plus analytique, qui sont voilà, la muséologie, la conservation, la documentation, etc., etc. Bon, ça c'est pour en faire une présentation un peu transversale. Voilà, je ne vais pas plus loin pour dire à ceux qui ne savent pas ce que c'est un peu que cet ICOM international, et je donne tout de suite la parole à Jacques, qui va nous expliciter son fonctionnement quotidien, en quelque sorte, à travers un comité international. Bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, les comités internationaux, c'est quand même un peu, même beaucoup d'ailleurs, le fondement de l'ICOM, c'est quand même le Conseil international des musées. Par conséquent, les comités nationaux ont une activité spécifique, mais les comités internationaux ont aussi la leur. Alors, je dois dire que Louis-Jean a donc énuméré une partie donc, des comités internationaux, mais il y a aussi une sorte de filiales ou de comités affiliés à l'ICOM. Je pense en particulier à la CIMBAS, puisque nous sommes quand même à la Comédie Française.
la SIMBAS donc, regroupe l'ensemble des collègues qui s'occupent des arts du spectacle, donc des théâtres conservant des décors, etc. Et que longtemps, la présidence de ce comité de la SIMBAS a été tenue par une Française qui a dirigé les collections, donc la section art et du spectacle à la BNF. Donc je crois qu'il fallait aussi quand même parler une minute de la SIMBAS. Alors évidemment, aujourd'hui, dans les quelques minutes qui me sont imparties, je vous parler donc de l'ICFA, qui est ce comité pour les beaux-arts, qui travaille énormément avec des collègues du monde entier, mais aussi des collègues européens. Et puisque l'on parle de l'année européenne du patrimoine, je ne peux m'empêcher de faire allusion à la première intervention de la journée, donc patrimoine européen et coopération avec l'Europe centrale et orientale, pour vous rappeler qu'en 89, donc à l'époque de la chute du mur et de tous les événements qui se sont produits dans ce qu'on appelait l'Europe de l'Est, moi je préfère dire l'Est de l'Europe, où à l'initiative du président du comité ICFA, on a donc réuni un certain nombre de livres, de catalogues d'expositions, de doublons que l'on avait, pour les envoyer aux collègues roumains qui n'avaient pas la possibilité ou les moyens d'avoir accès donc, à des connaissances dites occidentales. Puis également, je voudrais aussi vous rappeler que l'ICFA, toujours dans ces années de transition 89-90, a aussi obtenu des bourses du Getty Grand Programme pour permettre à des collègues donc des pays comme la Pologne ou encore la Hongrie, je crois la République tchèque, de se rendre à une conférence que j'avais organisée à New York. Donc c'est voilà un petit peu ce rôle donc, de l'ICFA au sein de l'Europe. On me dirait, bon, c'est vieux, ça remonte à l'ancien monde et au siècle dernier. Mais vous voyez que l'ICFA n'a pas attendu donc, cette année européenne pour s'occuper donc, des musées européens. Toujours est-il que l'on se réunit dans quelques jours à Madrid avec le comité ICE, qui est le comité des expositions, pour parler justement donc, de ces problèmes patrimoine culturel, transition et transformation, à une époque où la notion de musée, de paysage culturel occupe de plus en plus, à raison d'ailleurs, les esprits, et par conséquent l'ICFA a aussi son rôle à jouer dans cette problématique. Je voudrais également terminer donc brièvement en vous rappelant que nous nourrissons régulièrement tous les ans dans un pays ou dans une ville d'Europe, par exemple Madrid cette année, mais aussi Londres, Venise, etc. Et que l'année prochaine, nous participons à la conférence générale à Kyoto. Et dès à présent, le thème retenu sera les rapports entre les musées européens et les musées asiatiques. Et naturellement, les musées asiatiques vont aussi parler de leur collection européenne. Vous voyez comment tout cela s'articule dans un comité qui reste quand même le troisième comité de l'ICOM par son nombre d'adhérents. Et j'espère que les Français et les Françaises sont quand même relativement nombreuses à venir à Kyoto l'année prochaine. Voilà ce qu'on pourrait dire rapidement sur ces comités internationaux qui sont vraiment, à mon sens, l'esprit même de l'ICOM. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de membres qui adhèrent aujourd'hui à l'ICFA, aussi bien européens qu'asiatiques, que des pays, disons, dits émergents, j'aime pas beaucoup ce terme, comme l'Iran, l'Afghanistan ou autres, et qui cherchent justement à entrer en contact avec des collègues européens. Voilà, je crois que, vu le temps qui m'est imparti, on peut... Merci pour ta concision, Jacques, hein, vraiment. Et je crois qu'on sera heureux de laisser un peu plus de temps à nos invités pour exprimer les projets dont ils sont porteurs. Je rajoute simplement un petit mot d'information sur ICOM France, cette fois. Donc, alors, je parle cette fois du comité national où nous siégeons, Jacques et moi, au sein du conseil d'administration, moi-même au bureau. Donc je signale que le
comité français est un comité qui se porte très bien. C'est même le premier, je crois, en nombre. Enfin, je le dispute peut-être un petit peu au comité allemand, mais enfin, en tout cas, ce sont les deux gros comités nationaux dont la contribution est importante dans la mesure où les 4/5 de notre contribution militante, puisque ce sont les cotisations des membres, sont reversées à l'ICOM International. Donc, ICOM International vit fortement de ces deux gros contributeurs qui sont la France et l'Allemagne. Donc nous, je crois même que nos gestionnaires considèrent qu'on va peut-être percer le plafond des 5000 adhérents cette année. Je ne sais pas. Enfin, c'était des idées qui étaient... Tiens. Non. C'était trop. Peut-être que c'est moins que ça. Voilà, moins que 5000. Donc nous avons une journée professionnelle annuelle que nous organisons au profit de nos adhérents, bien entendu. Donc celle de septembre 2017, donc il y a un an, c'était sur le thème du récit dans l'exposition, et ça s'est tenu à Lyon au Musée des Confluences. Celle que nous venons de tenir en septembre, il y a quelques jours, les paradoxes du musée du XXIe siècle. À cela s'ajoutent des cycles de conférences-débats toujours organisés depuis 2 ans sur l'axe de la déontologie, c'est-à-dire une confrontation d'un certain nombre de problématiques aux approches déontologiques. Donc, par exemple, en mai 2017, nous avons analysé un petit peu quelles étaient les conditions dans lesquelles les professionnels pouvaient accéder à travers leur formation à cette question de la déontologie. Donc voilà, ça a donné lieu à une radiographie nationale des universités, de toutes les formations sur cette question de la déontologie. En novembre 2017, donc il y a un an, nous avons travaillé sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qu'est un professionnel de musée. Et puis nous avons enchaîné sur une radiographie nouvelle encore de cette question, mais en la prenant à l'échelle de l'Europe, en invitant un certain nombre de collègues d'autres nations européennes à dire comment eux voyaient cette question. Et c'est très intéressant puisqu'on arrive quand même à des diversités d'approche, et c'est là que la vertu, je dirais, de la transversalité internationale joue pleinement son rôle. Et puis donc nous allons en tenir une, pour ceux que ça intéresse, en novembre prochain, le 8 novembre je crois, sur la question des risques. On essayait de se dire face aux risques, quelle organisation pour les musées, mais il s'agit encore une fois pas de lire ça au plan basique, c'est-à-dire puisque les recommandations sur les questions des risques, il y en a dans tous les sens, mais en tout cas c'est de se reposer les questions globales, un petit peu du point de vue déontologique, comment les musées gèrent aujourd'hui tout cela. Nous avons une publication papier que vous pouvez d'ailleurs consulter sur le stand. C'est la lettre du Comité national français où nous publions chaque fois ces textes. Par exemple, les textes de Dijon vont être très prochainement à la disposition de tous les adhérents. Nous avons une lettre d'information. Je crois que c'est 4 à 5 diffusions par année. Et puis, naturellement, le site, toujours, qui fonctionne, mais qui est en cours de renouvellement. On va disposer d'un site tout neuf dans quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus exactement quel est le calendrier. Nous avons alors organisé, toujours dans le cadre de nos activités au service de nos adhérents, nous avons donc organisé cette journée à Dijon où se trouvaient nos collègues ici présents. C'est étrange. Ah, c'est métro ? Ah oui, ah bon. D'accord, il faut savoir. Donc cette journée avait comme structure partenariale de base un travail croisé entre ICOM France, ICOMOS et NEMO. ICOMOS, j'en parle pas, puisque ICOMOS a, je crois, une soirée ou une présentation, je sais plus, je crois que c'est demain, il me semble, ICOMOS se présente dans le même cadre. Et puis NEMO, qui est le réseau européen des associations de musées, donc une autre approche, réseau dont nous
nous sommes membres en tant qu'ICOM France. Donc voilà, la raison de cette rencontre de Dijon, c'était un petit peu d'illustrer de quelle manière nous nous positionnons par rapport à cette année européenne du patrimoine. Et donc, je ne vais pas trop gloser là-dessus, puisque de toute façon, nous avons ici 2 intervenants directs qui se sont exprimés à Dijon, qui vont, je pense, pouvoir le faire malheureusement dans des conditions un peu plus contractées, mais enfin en tout cas, voilà, nos collègues de Rempart et d'Artagnan. Alors, je ne sais plus à quel moment et dans quel ordre la parole va être distribuée, mais on va le savoir tout de suite parce que je crois que le monsieur peut passer à la suite électronique, je crois. Voilà, on va découvrir qui est le... Je pense que je suis le gagnant, monsieur. Ah bon. Très bien. Sauf s'il n'y a rien, c'est toi. Alors, pour une intervention de 7-8 minutes, quoi. Oui, d'accord, très bien. Alors, est-ce qu'en régie, on nous fait signe que tout va bien, n'est-ce pas? Il avait dit qu'il fallait 1 ou 2 minutes, je crois, pour le passage à l'heure d'hiver. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Monsieur Gachet, pour cette invitation du comité ICOM France adressée à Rempart pour présenter l'action que nous menons dans le cadre de l'année européenne du patrimoine culturel. Je tiens à préciser que Rempart, c'est une association de restauration du patrimoine. Donc on est plutôt sur les techniques, les savoir-faire. Pour une intervention directe sur le bâti, on est moins évidemment sur de la conservation d'objets, on est moins sur une problématique de musée, mais il y a quand même beaucoup de musées avec lesquels on peut potentiellement avoir des dialogues possibles. Et je voudrais dire que Rempart est membre d'ICOMOS France, et que c'est aussi à ce titre que nous sommes invités à nous exprimer ici. Alors Rempart, un petit peu comme les membres d'ICOM, pour l'ICOM, Rempart trouve en ICOMOS France un réseau de professionnels, mais pas seulement, parce que le réseau ICOMOS France, c'est aussi une institution qui est ouverte aux associations, ce qui est une particularité, je crois, dans le principe et le fonctionnement de l'ICOMOS. Et par ailleurs, il y a évidemment toute la déontologie, les textes auxquels Rempart peut se rattacher, et qui sont des guides pour la restauration et la bonne conduite des projets de restauration du patrimoine. Alors, est-ce qu'il y a une présentation qui arrive ou pas? Toujours pas, c'est pas grave. Alors, Rempart, c'est une association qui a été créée en 1966, donc en plein essor des consciences patrimoniales, avec toutes les formes d'expression possibles, et les acteurs de Rempart ont choisi la forme associative. Merci beaucoup. Du coup, je vais pouvoir prendre la petite télécommande. Les acteurs de Rempart ont choisi le mode associatif pour exprimer leur amour du patrimoine, leur attachement au patrimoine. Et ce que je voudrais dire, puisqu'on est à quelques jours, ça c'est une petite digression, mais comme on est à quelques jours des célébrations de l'armistice de 1918, dire que les chantiers de bénévoles et le type d'action que nous mettons en place pour agir sur le patrimoine de manière directe, est directement à rattacher dans l'histoire à la Première Guerre mondiale, puisque c'est en 1920 que les premiers chantiers de bénévoles, que des groupes de jeunes français, allemands fraternisent dans l'est de la France. On est en plein mouvement pacifiste et décident de mettre en place des actions pour, non pas restaurer, parce qu'à l'époque on ne parle pas de patrimoine pour restaurer ces villages, mais ce sont des lieux de vie tout simplement. Et c'est une manière aux anciens adversaires de fraterniser simplement. Et donc Rempart se crée en 1966 dans un contexte qui est différent, mais l'outil qui est le chantier de bénévoles, qui est l'action collective, est bien un outil qui prend naissance dans l'après-Première Guerre mondiale. Donc c'est quand même quelque chose qui est à préciser alors qu'on est à quelques jours des célébrations du centenaire de la fin du conflit. Alors, année européenne du patrimoine culturel, pour Rempart, il y avait une double légitimité à participer à... Ouais, il y avait une légitimité à intervenir, on va dire, dans cette année du patrimoine culturel. D'abord parce qu'il y a un impact extrêmement fort des associations Rempart sur le patrimoine depuis 50 ans. Chaque année, il y a plusieurs milliers de bénévoles qui interviennent sur les chantiers de restauration du patrimoine qui sont portés par ces associations. Ces associations, elles interviennent sur des patrimoines
je vais vous montrer, voilà, alors d'abord sur une répartition géographique qui était extrêmement importante, extrêmement diffuse en France. Et cette diffusion, elle est le fruit d'un travail de réseau et d'un travail d'animation de la vie associative depuis 50 ans. Et puis sur des typologies de patrimoine tout à fait variées, puisqu'on intervient sur du patrimoine monumental, donc des châteaux, du patrimoine qui est classé et protégé au titre du Code du patrimoine, mais aussi du patrimoine qui n'est pas protégé, qui est le patrimoine rural, qui n'est pas, enfin, sous différentes formes qui ne sont pas forcément protégées. Et en fait, finalement, l'histoire de Rempart, elle est jalonnée de sites qui expriment aussi ce qu'est l'évolution de la conservation du patrimoine en France. Donc on a du patrimoine rural dans les années 60-70, et puis on a aussi du patrimoine industriel, progressivement, qui apparaît comme objet d'inquiétude de citoyens organisés dans des associations qui souhaitent le restaurer. Je pense par exemple aux blanchisseries de Cholet, et puisque vous êtes dans le secteur des musées plus particulièrement, c'est aujourd'hui l'écomusée du Choletais, tout simplement, qui est installé dans les murs d'une ancienne blanchisserie industrielle et qui a été restauré par le biais des chantiers Rempart, par exemple. Donc ça vous permet de faire une passerelle avec votre secteur d'activité. Alors, je suis un petit peu mes images. Donc, les chantiers de bénévoles, c'est un outil puissant. L'activité, l'intervention directe sur le patrimoine à travers les chantiers de bénévoles ou les stages, c'est un outil puissant d'inclusion sociale aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on essaie de travailler en collectif avec nos associations. Il y a des chantiers d'insertion, des ateliers chantiers d'insertion, mais le travail de l'activité de chantier tout simplement ouverte à tous, avec un accueil bienveillant ouvert à tous, permet simplement d'inscrire les personnes dans un parcours qui est valorisant et qui est gratifiant, parce que intervenir sur un site qui est classé, un monument du patrimoine français, c'est toujours impressionnant au premier abord, et puis ensuite on se familiarise avec le site et on y laisse sa trace à travers une pierre qu'on aura travaillée pendant 15 jours et qu'on va avoir le plaisir de poser sur l'édifice. Donc ça, c'est extrêmement gratifiant, et on considère que pour des personnes qui sont notamment dans des parcours d'insertion, c'est du pain béni, parce que c'est particulièrement valorisant. Et puis les chantiers et les associations Rempart aussi ont une action éducative. Donc là aussi, on croise tout ce qu'on va pouvoir trouver autour des musées. Mais nous, on le fait plutôt sur les sites à travers de la médiation du patrimoine, à travers des journées découvertes, à travers de l'accueil de classes de patrimoine, ce qui n'est pas nouveau, mais qui marche toujours et qui permet de toucher des milliers de bénévoles chaque année. Alors le but, évidemment, des associations, c'est de rendre le patrimoine vivant. C'est pas de le garder sous cloche, c'est de partager les savoir-faire, c'est de créer des expériences particulières, des citoyens qui s'impliquent ou qui viennent vivre le temps dont ils disposent, une journée, une semaine, 15 jours, une expérience particulière avec les sites, avec les lieux, et retrouver là l'esprit des lieux. C'est aussi quelque chose, je pense, une notion qui nous est bien familière à tous. Et puis, comme vous le voyez à droite ici, ce sont des lieux aussi qui sont ouverts à d'autres disciplines, et là c'est le cas du village de Tusson en Charente, qui accueille un festival. Je vais aller un peu plus vite pour glisser doucement vers... alors ça, c'était le donjon de Coucy-le-Château, qui a été détruit pendant la Première Guerre mondiale en 1917, et qui fait l'objet pas le donjon, mais la porte de l'an que vous voyez ici, qui fait l'objet d'un travail de restauration d'une association Rempart, puisque c'est un site qui est particulièrement documenté, donc il nous est possible d'aller un peu loin dans le processus de restauration. Donc cette rencontre avec le patrimoine, elle se fait à travers les échanges internationaux aussi, et là on s'approche progressivement de notre thématique européenne. On a développé des coopérations avec la Chine, avec la Russie. Vous voyez ici des églises du nord de la Russie, de superbes églises en bois, et puis jusque sur les rives sud du bassin méditerranéen. Et puis ça, c'est l'impact, on va dire l'impact en chiffres, c'est des milliers de bénévoles, 10 000 citoyens engagés dans les associations Rempart, et c'est à ce titre-là que l'association avait été identifiée comme pouvant être porteuse d'une dynamique européenne autour de cette année thématique. Et puis parce qu'il y a un réseau de partenaires et d'affinités qui s'est créé au fil de 50 ans, avec des échanges notamment en Roumanie. Là, vous voyez un site qui est tout proche du musée d'Astra, musée Astra à Sibiu, je pense que ça vous parle, qui est un super musée de plein air, exemplaire. Et on a un site qui est juste à proximité, un petit village au pied des Carpates qui s'appelle Kartichoara, et qui accueille chaque année des chantiers de bénévoles qui ont été initiés par Rempart avec la Fondation Dalla. Et ce qui est intéressant, c'est que des artisans qui sont les artisans maîtres du musée de plein air Astra interviennent aussi à titre bénévole sur ce site-là. Donc ils transmettent leur savoir-faire à des bénévoles, des citoyens européens qui viennent donner un peu de leur temps.
Voilà, des échanges avec le Portugal, avec la Croatie, sur toutes les formes et les typologies de patrimoine et les savoir-faire. Et jusqu'au patrimoine industriel, là on est sur une superbe usine cathédrale dans la région de Parme, une ancienne cimenterie, donc vous voyez qu'on n'est pas rancunier avec le ciment. Parce qu'on va même restaurer les usines de ciment dans la région de Parme. Pourtant, on travaille plutôt la chaux sur les chantiers remparts. Alors, pour l'Europe, l'année européenne du patrimoine culturel, Rempart a décidé de mobiliser les outils qui sont à disposition à travers les programmes européens, et notamment le programme Erasmus+, qui offre la possibilité aux jeunes et moins jeunes, mais en tout cas Erasmus+, jeunesse, c'est plutôt tourné vers les jeunes 18-30 ans, d'effectuer une mobilité en Europe. Et Rempart a choisi de proposer des échanges avec ses 14 partenaires européens autour de 8 sites identifiés dans le réseau Rempart pour constituer des groupes et venir, le temps de 15 jours, 3 semaines, travailler à la restauration du site, mais aussi débattre et comparer les manières de conserver le patrimoine bâti, discuter des enjeux du patrimoine dans la ville, des enjeux du patrimoine côtier, de la démographie et la pression urbaine sur le patrimoine, bref, de tout un tas de sujets qui sont des sujets d'actualité pour les professionnels du patrimoine. Et donc ça nous a permis de sensibiliser des jeunes qui sont parfois dans des parcours d'études très liés au patrimoine, je pense aux architectes, mais aussi des jeunes qui ne le sont pas, et donc du coup d'amener des citoyens lambda à s'intéresser aux questions de patrimoine. Voilà, 8 échanges, on va toucher à peu près 250 personnes pendant le projet, et là c'est quelques images. Donc à Calmondolt, au-dessus de la vallée du Lot, un superbe château qui a accueilli une équipe de Maltais, une équipe de Roumains. Les Maltais, c'est intéressant, ils sont sur une toute petite île, il y a une pression énorme sur le patrimoine, des enjeux environnementaux, et du coup leur ouvrir l'esprit avec des projets qui fonctionnent ailleurs, c'est aussi leur permettre de rentrer chez eux avec des idées neuves et des choses à tester chez eux. Voilà, idem avec Villandreau, où on a accueilli des Polonais qui nous ont parlé des superbes fresques qui ornent leur tour du Cal, où il est question de Lancelot du Lac, et Lancelot du Lac c'est Chrétien de Troyes, et c'est la circulation des idées en Europe, et c'est formidable parce que c'était au Moyen-Âge et ça dure toujours. Voilà, et si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pourrez venir entendre parler de ce projet Erasmus+, avec nos partenaires britanniques, italiens, polonais, samedi à 14h15, ici. Voilà. Merci. Merci. Merci donc Fabrice Dufaux. Donc là, je trouve que ça situait bien cette transversalité européenne de l'approche européenne. Je ne sais pas sur qui, c'est sur vous que ça tombe. Donc, si c'est le cas, allez-y. Bonsoir à toutes et à tous. Je remercie ICOM France pour nous avoir invités. Moi, je suis le cofondateur de D'Artagnan. Donc, je m'appelle Bastien Goulard. D'Artagnan, c'est quoi aujourd'hui ? On parle du thème européen. Pour nous, tous les ans, c'est l'année européenne du patrimoine. Pourquoi ? Parce que notre vocation, c'est de défendre le patrimoine au quotidien. C'est de permettre à monsieur et madame tout le monde, à travers des dons, de l'investissement et de l'achat d'expériences culturelles, de préserver le patrimoine. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est qu'on a des outils. Donc, on a une plateforme internet qui s'appelle d'artagnan.fr, sur lequel on dépose des projets, donc des projets de patrimoine propriétaire privé, propriétaire public. Donc on peut travailler notamment avec des musées. On a travaillé notamment avec le musée des Tissus, c'était un des grands sujets des 2 dernières années pour la préservation et son relancement. Donc on travaille avec pas mal de propriétaires de monuments historiques, on travaille avec des collectivités sur du monument non protégé. Et le principe est simple, c'est qu'on accompagne les porteurs de projets pour trouver de l'argent auprès du grand public. Et le principe est le suivant, c'est que le grand public, en échange de son don, se revoit rétribué par des contreparties non financières, qui vont de la simple visite à la visite privée, à participer à la soirée d'inauguration, visite avec des architectes. Et plus on donne, évidemment, plus la contrepartie est intéressante. Donc ça, c'est une partie de notre activité. On en a une deuxième, on est plutôt sur un modèle hybride entre le don et l'investissement, où on donne aujourd'hui la possibilité, donc vous avez peut-être reçu un petit flyer qu'on vous a remis au départ, c'est de devenir co-châtelain. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, c'est des châteaux, demain, ça pourrait être un phare breton, ça pourrait être une villa vénitienne ou que sais-je. Et le principe est le suivant, c'est qu'en échange d'un don de 50 €, vous êtes propriétaire d'une part d'une société qui rachète un monument. Et donc là, on est vraiment sur le partage d'un projet, parce qu'on n'est pas juste donateur, on devient investisseur. Donc, on est partie prenante. Partie prenante, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on peut même venir sur des chantiers bénévoles comme Rempart le fait. Typiquement, pendant l'année européenne du patrimoine, on a ouvert 1 mois de chantier bénévole. On a eu 400 personnes sur le mois. Et on se faisait même engueuler parce qu'on n'accueillait pas assez de monde.
pour vous dire. Donc, les gens donnent de l'argent et en plus de donner de l'argent, ils viennent travailler les week-ends pendant leurs heures perdues. Donc là, le premier château qu'on a racheté, c'est le château de la Motte Chandonnier. C'est un château qui était abandonné, ça faisait 86 ans qu'il a brûlé et que donc, personne s'était occupé de sa préservation. Et donc on a décidé de lancer une campagne sur le principe « Devenez châtelain pour 50 €». Et on a récolté 1,6 million. Donc, dans 115 pays du monde. On a eu des donateurs donc, dans 115 pays. On a eu 45% d'étrangers, c'est ça qui est assez impressionnant. Ce n'est pas juste le français, c'était vraiment un intérêt patrimonial dans le monde entier. On savait, on avait déjà ce sentiment que le patrimoine était très important, mais à ce niveau-là, parce que c'est la plus grande levée de fonds pour le patrimoine culturel au niveau mondial. Et donc, maintenant, on a une activité supplémentaire qui est évidemment le développement touristique, parce que c'est bien de racheter, mais maintenant, il faut trouver finalement des idées novatrices, trouver un business model pour ces monuments afin de les faire vivre et afin de trouver de l'argent pour les restaurer. D'une part, les restaurer, puis aussi pour payer les différentes personnes qui travaillent, à savoir la personne, donc on a une personne qui travaille à temps plein là-bas, on a les personnes qui vont faire l'accueil, on a l'architecte, donc bref, il y a pas mal de personnes qu'il faut rémunérer, et il faut aussi de l'argent effectivement pour trouver les quelques millions d'euros pour la restauration du monument. Et donc là, on est vraiment dans un projet collectif où tout le monde finalement, on a, je pense, tous les corps de métier dans tous ces actionnaires, et on peut travailler ensemble à imaginer. Typiquement, on a racheté les écuries et imaginer créer finalement des chambres d'hôtes, etc., et qui permettent finalement de financer le patrimoine. La troisième activité, je vous parlais d'expérience culturelle, c'est qu'aujourd'hui, être mécène, c'est pas simplement de faire un don, c'est également quand vous allez dans des lieux de patrimoine, quand vous allez dormir dans un château, au lieu d'aller dans un gîte ou dans un relais château, mais que vous allez dormir dans un château, vous allez visiter un château, vous allez participer à un événement dans un château, dans une abbaye, dans une église. En quelque sorte, on est mécène. Et nous, on est vraiment dans ce concept-là, c'est que ce qui va rapporter beaucoup d'argent demain au tourisme, au patrimoine, c'est le tourisme. Donc on est vraiment dans cette vocation à trouver comment aujourd'hui, comment demain, les 15 millions de touristes supplémentaires qu'on annonce pour 2020, va bien falloir leur trouver des routes supplémentaires. Tous les parcs, actuellement, on prend Versailles, le Louvre, les plus grands, sont assez saturés. Et il faut trouver des routes complémentaires. Donc nous, on a développé un nouvel outil qui s'appelle dartengo.fr, qui est une deuxième plateforme. Et le principe, c'est de dire aux propriétaires, publics et privés, vous pouvez mettre toutes vos expériences culturelles, et nous, on va vous trouver du monde qui vont pouvoir venir participer et finalement financer cette activité. Donc, et trouver finalement de l'argent pour pouvoir préserver notre patrimoine. Donc c'est pour ça que cette année en particulier, on n'a pas fait évidemment plus que les années précédentes parce qu'on grossit, mais chaque année, on a la même vocation, c'est comment on aide des propriétaires privés et publics à trouver. Et notamment là, on a lancé une nouvelle campagne pour acheter un monument qui fonctionne excessivement bien, parce qu'on a récolté en l'espace de 30 jours pratiquement 360 000 euros. Et donc on est parti sur un modèle où en fait finalement, un peu à la manière du National Trust, c'est très anglais cette manière de fonctionner, finalement c'est le grand public qui va pouvoir préserver des monuments par son implication financière, mais aussi son implication de tous les jours. Comme je vous le disais au départ, on a eu pas mal de bénévoles. Et c'est vraiment vers quoi on veut tendre, même si on sait que on a peut-être la mentalité française est différente de la mentalité anglo-saxonne, mais on trouve qu'il y a vraiment une envie vraiment de s'intéresser et de participer à cette préservation. Et en tout cas, voilà, notre ambition, nous, c'est d'essayer de créer à notre petite échelle ce National Trust à la française et de permettre finalement aux citoyens de préserver ce magnifique patrimoine. Bien, merci Monsieur Goulard. Donc je propose qu'on enchaîne tout de suite pour qu'on puisse réserver quelques minutes de dialogue avec la salle. Donc je pense que ça va être donc le PowerPoint qui va apparaître. Donc Isabelle Renard, donc le Musée national donc de l'histoire de l'immigration. Je crois que c'est une exposition qui a été labellisée au titre de l'année européenne. Voilà, c'est ça. oui. Bonjour, donc je suis Isabelle Renard, je suis chef du service des collections et des expositions au Musée national de l'histoire de l'immigration, en charge de l'art contemporain. Et aussi, ici, je voudrais vous présenter aujourd'hui l'exposition que nous venons d'ouvrir avec le MACVAL, le Musée d'art contemporain du Val-de-Marne, sur le thème de l'hospitalité. Donc c'est un projet, si on peut mettre le PowerPoint,
je ne sais pas si... Voilà. C'est un projet, effectivement, les deux musées, donc un musée d'art contemporain, le musée du Val-de-Marne, mais qui s'intéresse beaucoup à ces questions de société, et le musée national d'histoire de l'immigration, qui accorde, lui, une large place à l'art contemporain, ont décidé de s'unir, de travailler ensemble et de réfléchir ensemble à cette question, au sens de l'hospitalité aujourd'hui dans nos sociétés. En effet, comment finalement rappeler que dans l'Antiquité, l'hospitalité était une pratique courante, là où aujourd'hui l'hospitalité se mue souvent en hostilité et l'hôte devient souvent malheureusement un étranger indésirable. Et comment rappeler aussi, à contrario, cette mobilisation citoyenne croissante à l'égard des migrants. Donc on a décidé de le faire à travers deux collections d'art contemporain, celle du McVal et la nôtre, et à travers le prisme justement de l'art contemporain. Donc vous allez le voir, je ne vais pas vous présenter l'exposition, je serais ravie de vous accueillir au musée, parce que ça serait un peu long, mais je vais vous faire une petite présentation générale et je passerai très très vite tout à l'heure. Donc on a vraiment travaillé ensemble, c'est un projet qui s'appelle Persona Grata et qui se déroule sur 2 lieux, au musée et au McVal. Chez nous, nous présentons essentiellement des œuvres du McVal, certaines de nos dernières acquisitions et quelques prêts, et le McVal a revisité sa collection sur cette thématique en nous empruntant un certain nombre d'œuvres aussi. Donc au fur et à mesure de notre pérégrination, de notre voyage dans nos propres collections, nous avons décelé des champs d'interrogation majeurs autour des questions du départ, de l'appel d'urgence, des camps, des désenchantements, du mur, mais aussi de la main détendue. Nous allons voir très très vite tout à l'heure voilà, c'est les différentes sections. Mais alors, pour revenir, c'est ça, voilà. Nous avons été aussi accompagnés dans ce travail, et je voulais le souligner, par 2 philosophes qui sont Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc, qui sont les auteurs d'un livre qui s'appelle La fin de l'hospitalité. Donc c'est vraiment un travail non pas à 4 mains, mais à 8 mains, vraiment une partition que nous avons réalisée ensemble. C'est d'ailleurs extrêmement intéressant comme expérience de travailler avec des philosophes. Et nous avons tenté de déceler des correspondances, au sens baudelairien du terme, des analogies, des synesthésies entre des idées, des mots, des idées et des œuvres. Bien sûr, l'hospitalité est vue et entendue dans sa double acception de celui qui accueille, mais aussi de celui qui est accueilli, et puis aussi beaucoup avec le voisinage troublant de son antonyme qui est l'inhospitalité. Donc, persona grata, locution latine qui signifie personne bienvenue. En fait, le titre d'une œuvre que le Musée national de l'histoire de l'immigration, vous allez la voir, a acquis de Lawari Mohamed Bakir, qui est une œuvre en néon. Évidemment, persona grata qui signifie être accueilli, être désiré, attendu, et qui pointe en creux son antonyme persona non grata. Donc, c'est vraiment un travail qui est présenté ici en France, qui pourrait aujourd'hui beaucoup se déplacer. On nous a demandé si cette exposition allait itinérer en Italie, en Grèce. Voilà. Donc 5 chapitres. Alors, la dernière chose que je voulais dire, c'est que, évidemment, on l'appelait Persona Grata, mais on aurait pu emprunter, évidemment, un vers de Rimbaud du bateau ivre, Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles, tant la mer est présente dans les œuvres que nous présentons, la mer de passage, mer de déplacement, mer frontière, mer de mort aussi, et mer de tous les possibles. Alors, nous avons décliné cette exposition autour de 5 chapitres. Un premier chapitre qui s'appelle Les appels d'urgence, voilà, autour d'œuvres. Donc cette première œuvre, Eldorado, qui est très intéressante, Eldorado, pays chimérique, l'Eldorado ne peut exister que si l'hospitalité est au rendez-vous. Mais là, on ne le voit pas très bien, mais Eldorado, qui devrait briller de tous ses feux, a été peint en noir par l'artiste, qui est aussi Lawari Mohamed Bakir, de sorte à refléter la lumière vers l'intérieur, vers le mur, pour mieux montrer les difficultés de l'accueil et à l'arrivée. Voilà, l'Eldorado. Bon, beaucoup d'œuvres, une très belle œuvre de Sarkis qui appartient au McVal, magnifique. Des œuvres qui, évidemment, résonnent avec d'autres œuvres. Ça, c'est un jeune artiste, Neleke Ramirez, chilien. C'est une jeune, toute dernière acquisition du musée. Donc, une maison qui vogue comme ça sur un océan, comme une île flottante pour ne pas être nulle part. Et puis, ce travail très, très beau qui est en fait une vidéo où on voit des millions de papiers qui chutent, qui volent, qui tournent. C'est une allégorie non seulement à l'histoire du Chili, où lors de la dictature, de nombreux corps ont été jetés dans la mer, mais elle fait référence aussi à ces nombreuses personnes qui disparaissent aujourd'hui en Méditerranée. Donc je passe très très vite des situations. Ça, c'est une œuvre très intéressante aussi, Coropa, qui montre l'exploitation de jeunes mineurs par des passeurs clandestins dans les Comores pour passer des clandestins à Mayotte, département français d'outre-mer, aux portes de l'Europe. Une deuxième partie que nous avons
intitulé Désenchantement autour des frontières, tant physiques, psychologiques qu'administratives, mais autour. Alors voici, vous voyez ici l'œuvre Persona Grata, donc qui est un petit néon de l'Hawari Mohamed Bakir. Aussi, évidemment, autour des tentes des réfugiés, de l'accueil, des camps. Une très belle œuvre de Judith Riegel. Alors, on ne voit pas très bien, mais Judith Riegel est une personne qui a fui son pays, la Hongrie, après 8 tentatives de départ pour arriver en France. Donc, c'est une œuvre qui montre aussi des portes, la possibilité du départ. Voilà, des œuvres de Barthélemy Togo, des œuvres qui montrent aussi l'impossibilité, l'invisibilité, l'enchevêtrement du départ, et avec cette très belle pièce de Xiao Shota, une valise, donc symbole effectivement de l'entre-deux, du passage entre deux cultures, de civilisation, mais aussi l'enchevêtrement de l'exil. Voilà, des pièces plus des sortes de ready-made du collectif Clairefontaine qui réinterprètent et qui détournent. Voilà, oui, je vais aller très très vite. Alors, une troisième partie, juste je m'arrête sur cette pièce qui est une pièce de l'artiste égyptien Motaznar. Ce qui est intéressant, c'est de voir tous les artistes étrangers aussi qui sont là, qui est plutôt un hymne à l'amour, à l'apprentissage, et vous avez la parole amour qui est projetée en arabe au ciel. Voilà. Un quatrième temps sur la main détendue, donc sur cette idée quand même d'accueil, de care, de place réservée à l'autre. Un avant-dernier temps qui est consacré à voilà, je vais aller très très vite, qui est consacré à au vivre ensemble, en fait, à l'enracinement possible. Et puis, on termine cette exposition sur la mer avec 2 pièces qui nous révèlent à la fois cette polysémie des œuvres, à la fois la mer, ligne d'horizon, point de fuite, et qui est à la fois des avatars tragiques des destinées humaines d'aujourd'hui, mais aussi champ des possibles. Voilà. Merci, je suis désolé de jouer ce rôle, mais voilà, l'idée c'était aussi de ne pas tenir le début et la fin de tous les discours, mais simplement voilà, de faire un petit peu monstration de ce kaléidoscope à la fois d'idées, de positionnement, de militance, qui peuvent éventuellement être ressaisis dans ce cadre de l'année européenne du patrimoine, et de pouvoir sur une scène mettre ensemble différents partenaires. Alors peut-être qu'on peut donner la parole à des questions. Si voilà, j'en vois déjà des doigts qui se lèvent. C'est vrai que nous avons un programme très contraint du point de vue horaire. Qui marche, mais vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Chacun d'entre vous, en quoi l'année européenne du patrimoine vous a aidé ? Un label ou des financements ou une communication ? Un label, oui. Oui, c'est un label, c'est l'énergie de communication qui permet un coup de projecteur sur des activités et dans une dimension internationale et européenne. Donc ça permet aussi de faire connaître à des collègues étrangers, puisqu'il y a quand même une plateforme, il y a quand même des lieux d'échange qui ont été créés ad hoc. Oui, un label également. Et puis je dois dire que la présidente d'ICOM International sera présente à Madrid le mois prochain. Donc, vous voulez, ça rehausse encore cette notion d'année européenne. Nous, je ne vais pas dire spécialement que ça nous aide en tant qu'entreprise privée. Le côté institutionnel, je veux dire, nous, on n'attend pas. Les institutions sont des alliés, mais on n'attend pas les institutions pour avancer. Donc, l'année européenne du patrimoine, moi, c'est plutôt, je trouve, la médiatisation continue du patrimoine depuis ces dernières années qui permet de faire aujourd'hui que ce soit une belle année. Typiquement, les interventions répétées de personnalités comme Stéphane Bern, qu'on adhère ou on n'adhère pas, mais finalement, à force de parler du patrimoine, les gens s'y intéressent. Et moi, il y a 4 ans, quand on a monté d'Artagnan, les gens s'intéressaient très peu au patrimoine. Et quand je disais dans mon entourage que j'allais me lancer, alors j'aurais pu faire une carrière dans la finance, on dit, mais qu'est-ce que tu allais faire dans le patrimoine ? Mais parce que moi, en tout cas, il y avait un projet derrière de se dire, en se fédérant les uns les autres, on va réussir. Donc je pense que c'est plutôt la conséquence de cette médiatisation. Et l'année européenne est juste la conséquence. Mais en tout cas, pour l'entreprise privée, ça n'a pas quelque chose de particulier. Une autre question peut-être ? Non ? Exposé trop frénétique ? Donc je voudrais demander à la responsable du musée de l'immigration
comment se passent les premiers jours de cette expo? Est-ce que vous avez beaucoup de monde qui vient? Est-ce que le sujet est ressenti, d'après vous? Ce sont vraiment les premiers jours, il faisait beau, il y a des vacances, donc c'est un peu difficile. Mais les visites que j'ai pu faire et les visites de presse, je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup. Je veux vraiment préciser que c'est une exposition sur 2 lieux, donc il faut visiter à la fois chez nous, qui est beaucoup plus petit, et au Macval, voilà, qui est un musée d'art contemporain qui prend beaucoup plus d'ampleur. Et pour l'instant, les premières réactions sont vraiment extrêmement, de gens extrêmement intéressés. Nous avons hier présenté je suis en co-commissariat avec Anne-Laure Flasselière, qui est chargée de la collection du Macval, et nous avons fait une conférencière à l'ENSAD. Et c'était très intéressant de voir aussi la réaction de ces jeunes étudiants, qui étaient plutôt un public connaisseur d'art contemporain, et qui nous ont aussi posé la question du danger et du risque de l'esthétisation d'une telle exposition. Et en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a tout un accompagnement qui est fait à côté de cette exposition. Il y a un dossier pédagogique de 156 pages, il y a une programmation extrêmement dense, à la fois au Macval, au Musée national, de festivals, autour des artistes en exil, mais aussi de conférences, débats, colloques. Et voilà, pour l'instant, les réactions sont plutôt... voilà, on n'a pas beaucoup d'articles de presse sont sortis encore, mais comme une nécessité, quoi. Est-ce que je peux ajouter que j'ai visité avec beaucoup d'émotion le musée d'Anvers, le musée de l'immigration, qui est inconnu de tout le monde, alors j'en profite pour en parler, et où le message est présenté différemment, mais tout aussi prenant. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais donc remercier mes collègues, donc Isabelle Renard, encore une fois, en m'excusant d'avoir bousculé un peu, mais enfin voilà, il fallait tenir tout ça dans le délai. Jacques Kuhnmunch, Bastien Goulard et Fabrice Dufaux. Je précise que donc vous, en tout cas vous deux, vous êtes sur le salon, donc on peut vous joindre à nouveau dans les jours qui viennent. L'ICOM, même chose. Voilà, nous avons un stand partagé avec ICOMOS. Et donc, ceux qui ont ou celles qui ont des remords quant aux précisions qui n'ont pas été données ou qui souhaiteraient réouvrir la discussion, nous sommes à votre disposition pendant tous ces 3 jours encore qui viennent. Voilà. Eh bien, en vous remerciant tous, intervenants, ainsi que vous tous qui nous avez fait l'amitié de venir nous assister. Merci et bonne soirée.